Bonsoir, merci d'être avec nous. Désolé, on a quelques petites minutes de retard. On va parler dragon ensemble, entre contes et récits de fantasy. On a une jolie table ronde avec nous. À mes côtés, Marie-Charlotte Delmas, qui a fait le dictionnaire de la France merveilleuse en 2017 et qui nous avait signé le légendaire des dragons il y a quelques 2010, oui, 2011, dans ces eaux-là. Nous avons à ses côtés Gérard Lecerf, j'espère que j'écorche. Lézard. Pardon? Lézard. Lézard. Voilà. Excusez-moi. Historien folkloriste, président de la Société de l'Histoire du Val et David de Muster, et qui a notamment signé un ouvrage qui s'appelle Légende des serpents, dragons et crapauds en Alsace. Donc on va voir ensemble s'il y a des dragons en Alsace. Et quelle tête ils ont, ces dragons. À ses côtés, Jean-Louis Père, pareil, je le prononce bien? Oui, c'est bien. Bon, c'est bon, celui-là c'est bon. Fondateur du festival de bouche à oreille et de l'association Nitachowa. Nitachowa, formidable. Avec le centre de développement et de ressources pour le conte. On parlera peut-être des dragons, effectivement, dans le conte. Et puis, le dernier invité, c'est Pierre Pével. Vous connaissez sans doute les ondes de Wittstadt. Vous connaissez sans doute les larmes du cardinal. Vous connaissez sans doute Ambremer et Au Royaume. Si vous ne connaissez pas, il faut vite aller les lire. Et lui aussi, il met des dragons dans ses histoires. Donc, il va nous raconter un petit peu tout ça. Et quelle tête ils ont. Marie-Charlotte, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est qu'un dragon? Clairement. Alors, avec un micro. Pardon. Alors, un dragon, au départ, c'est à la fois un serpent, un gros serpent, en tout cas pour les Grecs. Je te passe la partie Mésopotamie, parce que quand on voit les dragons qui sont exposés au Louvre et qui étaient sur la porte d'Ishtar à Babylone, on s'aperçoit que ces dragons sont des espèces de grands chiens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'image du dragon telle qu'elle est restée dans l'imaginaire populaire, l'imaginaire global. Et donc, pour les Grecs, les Romains et après le Moyen-Âge, le dragon, c'est un gros serpent. C'est un espèce de saurien qui peut avoir 2 pattes, 4 pattes, des ailes, pas d'ailes. Et en fait, ces descriptions sont liées aux ossements qu'ont retrouvés les Grecs, Hérodote en parle, d'ossements d'animaux préhistoriques, voilà, des fois d'ossements d'ours, où on pensait que c'était aussi des dragons, sachant que, encore au Moyen-Âge, un dragon n'est pas plus extraordinaire qu'un éléphant. Voilà, c'est un animal, on a retrouvé ses restes, etc. Mais c'est vraiment un ensemble. On retrouve chez Pline, par exemple, il emploie le mot dragon, que ce soit pour les serpents ou pour les dragons, entre guillemets, c'est-à-dire des bêtes un peu plus, qui se battent d'ailleurs avec les éléphants, dit-il. En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est une crédibilité, parce qu'on n'en a jamais vu comme les éléphants. Alors oui, la crédibilité, elle va continuer jusqu'au XIXe siècle avec des formes de dragons beaucoup plus atténuées, qui sont les vouivres et les basiliques, qui sont des petits dragons, mais elle continue. À la limite, les dragons, on sait qu'ils existent, pas là forcément, ils sont en Inde, ils sont en Égypte, etc. Ou alors ils sont sous la terre, ou alors ils sont dans le ciel. On a des histoires de dragons volants qui ressemblent à des descriptions d'ovnis contemporaines, c'est très curieux. Jean-Louis Père, dans les contes, est-ce que les dragons sont très présents encore? Alors moi j'ai un petit peu de mal. Ouais. Un petit peu de mal parce que les dragons, je n'en ai jamais vus. Et comme vous l'avez compris, et comme le disait Marie-Charlotte, nous n'en avons aujourd'hui encore qu'une vision de ce que l'iconographie, la sculpture, Marie-Charlotte a cité un certain nombre d'arts, dont les arts picturaux. Effectivement, sur une certaine porte, il y a une représentation. Donc moi j'en ai que la représentation que je me fais, mais de celle que d'autres gens se sont faites avant moi par le domaine des arts, les arts picturaux, la danse, le spectacle vivant aussi, le théâtre, la danse, la sculpture, de par mon métier.
Je rentre souvent dans les églises, dans les cathédrales, nous y étions encore tout à l'heure, et souvent je regarde ce qui se passe en hauteur, parce que les artisans, et plus particulièrement à la période médiévale, ont eu le souci de la représentation de l'invisible. On croyait très fortement, jusqu'au Moyen-Âge, en des êtres fantastiques, des êtres souterrains, des êtres maléfiques. Bien sûr, un certain nombre de circonstances ont favorisé ces croyances, et on a été dans le domaine de la construction, de l'architecture, parce que je suis issu de ce domaine, on a été dans des édifices que l'on a construits selon certaines normes, mais par contre les artisans, si vous rentrez dans une cathédrale, regardez les chapiteaux, regardez les pinacles, regardez les contreforts. Regardez en hauteur et vous verrez que les artisans se sont libérés et que c'est parfois effrayant. Regardez les gargouilles, donc personne n'a de représentation exacte de ce qu'est un dragon, si ce n'est par ce qui nous est venu des mythes que l'on a effectivement transportés. Comment on les a transportés jusqu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être, j'en sais rien, par les mythes, par les légendes, aussi pour les gens qui sont ici de ce secteur, de cette région. Nous en avons une, enfin je suis de la région Messine, nous avons le Graouli, n'est-ce pas, donc il nous parle par les mythes, par les légendes, et dans le conte, alors assez étrangement, puisque alors, personnellement je suis programmateur, aussi producteur, diffuseur dans le domaine du conte et des arts de la parole, et assez étrangement, alors que nous sommes environnés de dragons dans notre légendaire, assez étrangement, aujourd'hui, nous avons peu de spectacles de contes consacrés aux dragons. Et on pourra revenir sur la classification peut-être de Harney et Thompson, des gens qui ont classifié, dans l'ensemble des contes types qu'ils ont classifiés, il n'y a que 2 contes sur les 2400 qu'ils ont classifiés. Donc je parle de contes types, hein, on reviendra sur les versifications des contes types si on veut. Il n'y a que 2 allusions au dragon. Donc c'est assez étonnant dans notre culture comment on a, de mon point de vue, oublié le dragon, alors que dans d'autres cultures, on va peut-être y revenir aussi, il est omniprésent. Et il n'est pas du tout l'animal fantastique et mythique, monstrueux, qu'on a voulu nous faire accepter à nous aujourd'hui. Bon, voilà, brièvement dit. On va revenir à la signification justement du dragon. Personne n'en a vu, mais lui il les a imaginés, c'est Pierre. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi tu as imaginé tes dragons? Je pense évidemment à Willstatt et puis aux lames du cardinal. Et d'ailleurs les lames du cardinal, ça nous permettra de reboucler sur l'histoire des contes. En fait, je ne sais pas vraiment imaginer. Je me suis comme ça vient d'être dit, personne n'a vu de dragon, mais tout le monde en a entendu parler. Et l'idée qu'on s'en fait correspond à ce qui nous a été dit, rapporté, alors soit par la tradition orale, soit par la tradition picturale, l'architecture, etc. Enfin, bref, il n'empêche que même si personne n'a jamais vu un dragon, si je vous dis dragon, tout le monde voit quelque chose. Il y a tout de suite une image mentale qui se crée et on voit tout de suite à quoi ça renvoie. Moi, grosso modo, je me suis contenté de ça. C'est-à-dire que pour moi, le dragon, c'est la créature du genre littéraire que j'exploite et que je manie, qui est la fantasy. C'est vraiment la créature imaginaire qui est la plus associée à ce genre-là. C'est de même que le vampire, c'est plutôt le fantastique. Enfin, il y a des catégories comme ça qui peuvent se créer un peu arbitrairement, mais ou taillées à la serpe, mais c'est un résumé assez clair. Donc les dragons, je les ai exploités très tôt. Dans Willstatt, parce que c'est comme ça que ça a commencé, c'est à peu près mon premier roman, et dès le début je mets un dragon dedans. Et en fait, l'idée m'est venue parce que je voulais décrire un roman de fantasy, je voulais écrire un roman de fantasy, mais qui soit situé dans un contexte historique, en l'occurrence c'est la guerre de 30 ans, et je voulais mettre en scène une magie et un merveilleux en lesquels les gens qui vivaient à l'époque croyaient.
Donc ma magie était essentiellement kabbalistique et religieuse, dans un sens ou dans l'autre. Et pour ce qui est des créatures, je voulais des créatures en lesquelles les gens croyaient. Soit parce que ces créatures étaient dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il faut reconnaître, mais dans l'Ancien Testament, il est question d'anges, de titans, de faunes, enfin tout ça, il y a des géants, il y a tout ça est là-dedans. Donc comme à l'époque, à peu de choses près, la Bible était un livre historique, les gens y croyaient, donc moi j'en ai mis. Et puis un jour, je feuilletais, un facsimilé bien sûr, mais je feuilletais un bestiaire du XVIe siècle. Et donc je fais défiler les pages et j'ai la vache, le chat, le chien, l'aigle, le dragon, le dauphin, le dragon. Non, il y a bien le dragon. Et donc cette créature, l'existence de cette créature ne faisait strictement aucun doute pour les contemporains. Donc je me suis dit, voilà, du coup, boum, j'en mets un. L'avantage du dragon aussi, c'est que il est, pour moi, je peux l'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a autant de dragons d'imaginaire. On s'accorde finalement, grosso modo, sur une apparence, sur un aspect physique du dragon, qui a déjà été évoqué, le reptile ailé avec 2 ou 4 pattes, il y a des bas, bon, c'est quand même pas fondamental, quoi. Mais au-delà de ça, finalement, on peut entendre que ce sont soit des créatures qui sont éminemment symboliques, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans certaines légendes, mais on voit bien que tel dragon blanc, tel dragon rouge incarne le pays de Galles ou l'Irlande, etc. Ils ont donc une fonction éminemment symbolique, fonction symbolique qui est très forte, surtout en Extrême-Orient, où on va vous parler du dragon de la montagne, du dragon du volcan. Ils ne croient pas fondamentalement qu'il y a un dragon qui vit sous la montagne, c'est pas ça l'important. Mais on est dans un niveau d'imaginaire et mythique qui est au-delà de ça. Ou alors, donc, on peut avoir ce genre de dragon, ou alors on peut avoir des créatures, finalement, on peut les imaginer, comme moi j'ai fait par exemple pour le Paris des Merveilles, qui sont très quotidiennes, c'est-à-dire qui peuvent, grâce à la magie, prendre l'apparence humaine. Ils ont juste les yeux qui sont un peu bizarres, mais sinon, ils vivent là, on peut leur serrer la poille, leur parler, on sait qui ils sont, etc. Donc il y a, au milieu de ce spectre, entre des créatures qui, dans la fantasy en particulier, dont on peut faire des créatures très quotidiennes, très, j'ai envie de dire, normales, et l'autre extrême qui est où là on a, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire dans Willstadt, même s'il est incarné, mais où le dragon est presque une sorte de force de la nature. Il n'est pas plus explicable et pas plus compréhensible par les êtres humains qu'une sécheresse ou un nuage de sauterelle, où il a cet aspect-là un peu incompréhensible parce que supra-humain. Entre ces deux extrêmes du spectre, il y a donc tout un spectre qui est agréable à explorer et à décliner pour faire ce qu'on veut de cette créature. Alors,